Bien, mesdames, messieurs. Bien, mesdames, messieurs, après le long discours de présentation du programme ce matin de Valérie Ayé par son porte-parole Emmanuel Macron, je tenais à vous présenter l'analyse et le projet que nous entendons porter dans le cadre de ces élections européennes. En présentant un programme d'action européenne pour celle qu'il a décrite dans une intervention relayée par le site de l'Élysée comme sa candidate, le président de la République a pris le parti d'intervenir directement et personnellement dans une campagne électorale. Le fait d'intervenir ainsi acte un engagement personnel et direct, un engagement symbolique et éminemment politique. Or, qui dit engagement politique et personnel dit nécessairement responsabilité politique. On ne peut pas en effet prétendre participer à un tour de table, à une partie, miser son crédit et expliquer ensuite qu'on n'était pas concerné quand le vent semble tourner. En politique et surtout à ce niveau, on ne peut pas mettre en jeu sa responsabilité sur un projet politique, le mettre à l'arbitrage du suffrage universel et s'esquiver s'il devait être désavoué par le peuple. En clair, si la liste d'Emmanuel Macron devait perdre cette élection, c'est-à-dire si elle était distancée par la liste d'opposition, le président de la République, chef de la majorité, non seulement minoritaire mais défaite, devra en tirer toutes les conséquences. Ce que je propose aux électeurs le 9 juin, et cela est clair, sanctionner le gouvernement français et l'Europe de Macron d'une part, ouvrir la voie de l'alternance d'autre part. La conséquence concrète et immédiate, nous l'avons dit, devra être la dissolution de l'Assemblée nationale. L'intervention ô combien politique d'aujourd'hui rend cette option inévitable en cas de désaveu électoral de la liste du président Macron. Pour tous les Français, l'intervention du chef de l'État doit s'interpréter comme un appel au vote et comme un appel à la mobilisation. 6 ans et 7 mois après le discours de la Sorbonne, l'Europe est peut-être la seule thématique sur laquelle le président de la République a manifesté une cohérence, une pensée slogan ponctuée de promesses usées reposant sur une vision post-nationale. Dans son premier discours de la Sorbonne, il regrettait le doute qui s'est installé à l'égard de l'Union européenne. Il n'en fait pas mystère, ces doutes persistent, la défiance légitime continue et lui-même l'admet. Il y a 7 ans, il appelait à la protection des frontières et un partenariat avec l'Afrique. L'Union européenne reste une passoire, Schengen le pont-levis de toutes les migrations, Frontex une agence d'accueil, l'Afrique un continent dont les coopérations se tournent vers la Chine ou la Russie. Emmanuel Macron parlait de prospérité agricole et de revenus décents pour les agriculteurs. Nous vivons la pire crise agricole de l'histoire récente. Partout en France et sur le continent, des milliers d'agriculteurs sacrifiés crient aujourd'hui leur détresse. Il nous disait vouloir lutter contre les différentes formes de dumping à l'intérieur de l'Union. Dedans comme dehors, le scandale de la concurrence déloyale continue. Il annonçait fièrement un marché européen de l'énergie et une Europe grande puissance énergétique. Nous constatons l'affaiblissement du nucléaire, le retour au charbon et l'explosion des factures. Emmanuel Macron prophétisait des géants européens du numérique. L'Union européenne n'a pas su produire en la matière et n'a su produire en la matière que des réglementations. Il regrettait l'Europe qui se construisait, je cite, à l'abri des peuples. Jamais les citoyens européens n'ont été si éloignés des grandes décisions qui pourtant ont un impact concret dans leur quotidien. Après 6 ans et demi de recul, le bilan de la Sorbonne 1 est pour le moins décevant. Mais ce qui devrait, valoir sinon des excuses, du moins une proposition de réorientation, ne donne lieu qu'à une séance d'autosatisfaction qui tient davantage de la méthode Coué que de la raison. Ces élections européennes sont donc la bataille électorale entre deux conceptions de l'Europe et à l'évidence l'opposition entre notre projet et son bilan. Notre projet européen, vous le verrez dans quelques instants dans le document qui vous sera remis, c'est de bâtir avec les nations et pour les peuples l'Europe du XXIe siècle. Dans les convulsions d'un monde incertain, l'Union européenne apparaît trop souvent comme un accélérateur du déclin français et européen au lieu d'incarner un levier de puissance pour notre pays et de garantir aux Français une protection supplémentaire. C'est cette réalité que nous voulons faire évoluer en proposant à la France et à l'Europe un nouveau chemin vers la puissance et à l'évidence un changement des règles du jeu. Il y a en réalité en Europe 2 pays qui ont la capacité d'influer
de manière majeure sur la construction européenne, c'est l'Allemagne et la France. L'une a pu imposer aujourd'hui l'intégralité de ses options au détriment de l'autre qui a renoncé à le faire. Notre ambition première, d'abord que la France défende à nouveau ses intérêts en Europe. Comme l'écrivait l'un des grands esprits de notre temps, l'intellectuel français Raymond Aron, ce n'est pas en fusionnant les souverainetés au bénéfice des technocrates, en prétendant ignorer la réalité séculaire des nations que l'on construira l'Europe. Celle-ci ne sortira pas de la fusion, elle sera l'accord de souveraineté. Cette Europe des nations, c'est celle des réalités. C'est l'Europe à la française, et c'est l'Europe telle que nous voulons la bâtir. L'Europe du XXIe siècle, c'est une Europe adaptée aux grandes nécessités de notre temps, capable de répondre aux défis de notre époque. Nous entendons la construire autour de 3 piliers, une Europe qui protège, une Europe qui produit, une Europe qui respecte. L'Europe qui protège d'abord. Face à l'intensification des guerres économiques et de la concurrence internationale d'une part, face d'autre part à l'intensification des vagues démographiques et migratoires qui se déversent sur notre continent. Dans le domaine commercial comme dans le domaine migratoire, nous devons proclamer la fin de la naïveté. Nous ne pouvons plus vivre avec une conception naïve et dépassée de la mondialisation heureuse. Notre économie ne doit plus être constamment exposée à une concurrence internationale sans règles, qui se traduit par des pertes d'emplois, des délocalisations et les difficultés à recréer sur le sol européen des filières stratégiques pour réduire notre dépendance et nos vulnérabilités. Alors que l'Europe est un marché unique de 440 millions de consommateurs, soit plus que les États-Unis d'Amérique, elle ne peut rester les bras ballants face aux pressions de ses concurrents. Au libre-échange déloyal doit succéder le juste échange qui s'appuie sur une règle capitale, la réciprocité. Le commerce international, nous le disons, est profitable à tous, à la condition que chacun joue avec les mêmes règles du jeu. Très concrètement, il s'agit de restreindre l'importation sur notre sol de produits qui ne respectent pas les normes et les règles de fabrication qui sont imposées aux entreprises françaises. C'est précisément cette clause miroir première que nous avons défendue, que nous défendrons notamment sur l'agriculture. Il faut rehausser les exigences d'accès au marché unique dans l'esprit de ce qu'a été le tarif extérieur commun lors de la fondation de la Communauté économique européenne. Prenons l'exemple des véhicules électriques chinois. Les véhicules électriques chinois sont taxés à 27% lorsqu'ils rentrent sur le sol américain. C'est seulement 10% lorsqu'ils franchissent le sol européen, malgré une agressivité tarifaire inédite et à l'évidence des subventionnements déguisés. Quand l'Europe accepte cette distorsion de concurrence venue de Chine, elle met en difficulté toute son industrie automobile, au point que Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, a déploré que nous déroulions le tapis rouge aux constructeurs chinois. Cette situation ne peut plus durer. Il faut accepter de faire pivoter le logiciel européen et de ne plus croire naïvement à la loyauté des concurrents qui n'ont précisément pas intérêt ni de volonté à être loyaux. Il faut aussi instaurer une concurrence loyale à l'intérieur du marché unique, condition indispensable à la confiance entre partenaires européens. Nous entendons à ce titre mettre fin aux règles injustes du travail détaché, véritable délocalisation sur place qui pénalise les salariés français et aspire à l'évidence les salaires vers le bas. Nous interdirons les aides européennes qui financent les délocalisations au sein du marché unique, qui fragilisent la confiance que les États membres se doivent pourtant entre eux. Et nous opposerons à tout nouvel élargissement de l'Union européenne, notamment aux Balkans, à la Turquie, à l'Ukraine, qui serait synonyme pour la France d'une dégradation de ses conditions de travail, d'une concurrence par le bas, visant spécifiquement les salaires. Le temps de la naïveté doit également cesser en matière d'immigration. L'immigration massive, principal enjeu de ces élections européennes, est une menace existentielle pour notre continent. Alors que l'Europe subit une angoisse démographique liée à une absence d'ambition nataliste, les autres continents, l'Afrique et le sous-continent indien, vivent, à l'inverse, une véritable explosion démographique. Le pacte pour les migrations ne va régler aucun des problèmes, nous l'avons dit, qui se posent aux nations européennes en la matière. Ce pacte ne permet en rien la réaffirmation et la protection de nos frontières extérieures. C'est au contraire une philosophie sans frontiériste qui prévaut, avec la prise en charge quasi automatique des migrants illégaux arrivés dans les frontières de l'Union européenne. En transformant ces clandestins amenés à être expulsés en potentiels demandeurs d'asile amenés à être accueillis, en imposant une répartition obligatoire des migrants dans les États membres sous la menace de sanctions financières, après l'écologie punitive, la Commission européenne impose donc l'immigration punitive. Nous refusons cette logique
Et le vote du 9 juin sera aussi un vote pour refuser l'application du pacte des migrations dont les conséquences risquent d'être très lourdes pour nos services publics, pour les villes et pour les villages de France. Face à cette immigration du fait accompli contre laquelle l'Union européenne prétend lutter en légalisant à l'angélisme migratoire de la Commission de Bruxelles, nous opposons la fermeté, encore la fermeté, toujours la fermeté. Notre projet vise à une reprise en main totale des flux anarchiques qui déchirent aujourd'hui le monde, déstabilisent l'Europe, fragilisent nos comptes publics, menacent notre sécurité et bien sûr nos valeurs de civilisation. Nous réorienterons Frontex, l'agence de garde-frontières européenne, pour en faire une véritable agence de lutte contre l'immigration illégale, un véritable gardien de nos frontières extérieures. Nous instaurons une double frontière française et européenne qui, au fond, est une double sécurité pour les peuples. L'Europe constituera pour les nations le premier rideau de sécurité et de lutte contre l'immigration, notamment clandestine. Nous expulserons les clandestins sans autre possibilité de recours. Ils seront raccompagnés dans leur pays de départ par l'intermédiaire de Frontex et d'accords diplomatiques. La voie illégale de la ruée vers l'Europe ne peut pas se transformer par un tour de passe-passe en parcours autorisé par la loi. Parce que le projet européen ne concerne que les citoyens européens et dans le cas d'espèce également la Suisse, titre d'exemple, membre de l'espace Schengen, nous réserverons la libre circulation dans cet espace aux seuls ressortissants de l'Union européenne. Notre deuxième ambition, c'est une Europe qui produit. Face au décrochage économique de l'Europe, notamment par rapport aux États-Unis, je l'ai évoqué, l'urgence est à un sursaut avec l'obsession de faire de notre pays et de notre continent un espace de producteurs. Nous referons en la matière de la France un paradis énergétique. Notre prospérité industrielle s'est largement construite sur l'accès à une électricité peu chère et abondante, permise par la construction, et en l'espace de 15 ans, d'un parc nucléaire d'exception. Nous entendons renouer avec cette clé essentielle. Cela passera tout d'abord par la sortie des règles européennes absurdes de fixation des prix de l'électricité, telles que défendues par Marine Le Pen lors de la campagne présidentielle. Est-ce que cela signifie une fin des échanges d'électricité à l'échelle européenne? Je tiens à clarifier ce point. En aucun cas, nous continuerons évidemment à échanger de l'électricité avec nos partenaires européens, mais nous bénéficierons pour nos ménages comme pour nos entreprises d'un prix français de l'électricité. Quand l'Europe dysfonctionne, comme c'est le cas en matière d'énergie, nous devons réaffirmer notre souveraineté au lieu de se soumettre à des règles contraires à nos intérêts fondamentaux. Par ailleurs, la France doit aussi plus fortement défendre l'Europe du nucléaire. En s'appuyant sur les États membres favorables à cette technologie au sein de l'Union, on ne peut pas faire l'Europe en tournant le dos à la science, à une énergie bon marché, décarbonée, pilier de toute réindustrialisation de notre pays. Dans la fidélité à l'esprit originel de l'Europe, nous défendrons la priorité nationale et la préférence européenne dans la commande publique. C'est le Buy European Act, les dogmes concurrentiels rigides qui interdisent de favoriser les entreprises européennes et à l'évidence nationale dans la commande publique ne se justifient plus en 2024. Nos marchés publics doivent refléter nos préférences collectives en matière sociale, sanitaire, environnementale, en avantageant les productions du continent. Prenons l'exemple concret de nos agriculteurs. Il n'est pas admissible que l'Europe, actuellement, dans son système de concurrence libre et non faussée, interdise à la France de favoriser les produits français dans les cantines scolaires françaises. Il est logique et naturel que les règles du jeu soient modifiées pour favoriser cette mesure de bon sens appliquée par toutes les autres grandes puissances du monde. Il faut enfin libérer l'Europe de la maladie bureaucratique et de l'écologie punitive qui sont aujourd'hui des contraintes insupportables pour nos agriculteurs, pour nos pêcheurs et pour l'ensemble de nos chefs d'entreprise. Cet excès de normes est aujourd'hui symbolisé par le pacte vert, dont le caractère tatillon et tentaculaire, très éloigné de la science, conduit aujourd'hui à des crispations majeures sur l'ensemble du continent. Le pacte vert, c'est notamment le choix de la décroissance agricole, par la stratégie de la ferme à la fourchette. Une fausse stratégie historique, alors que la souveraineté alimentaire est plus que jamais un pilier de la puissance. Nous remplacerons ce pacte vert par un pacte de croissance et de puissance au soutien de nos entreprises et de nos producteurs. En matière d'agriculture comme d'industrie, cela se traduira par une pause réglementaire immédiate. Il conviendra immédiatement, après l'instauration de cette pause normative, d'engager le chantier de la sobriété et celui de la simplification que j'ai eu l'occasion de développer ces derniers jours. La bureaucratie européenne est aujourd'hui la source d'une inflation normative qui se caractérise par une vision punitive et contraignante de la réglementation.
Tout cela a un impact considérable sur la compétitivité des entreprises françaises et européennes, sur leur trésorerie ainsi que sur la lisibilité de l'action publique. En 5 ans, sous Emmanuel Macron, 850 nouvelles obligations européennes ont été imposées à nos entreprises, dont le devoir de vigilance incarne parmi les aberrations les plus folles. Ce qui est vrai pour les grandes entreprises, les plus douloureusement encore pour les TPE-PME, et nous ne pouvons nous résoudre à envoyer nos entreprises dans la compétition mondiale de plus en plus féroce, avec des boulets réglementaires attachés aux pieds. Sur ce point précis, nous pensons qu'il faut agir vite et fort. Par l'abrogation de la directive de la CSRD, de la directive sur le devoir de vigilance, il faut par ailleurs cesser immédiatement toute surtransposition des directives européennes à venir et préférer le principe de dérogation en fonction de nos intérêts. Je le disais, nous portons l'idée d'une pause réglementaire. Il faut, filière par filière, secteur par secteur, dans le dialogue constant avec les acteurs concernés, dresser un audit, puis proposer une abrogation des surtranspositions passées qui tuent nos entreprises, par l'intermédiaire notamment de la stratégie tricolore que j'ai eu l'occasion de développer ces derniers jours devant les acteurs économiques. La simplification porte en elle-même un modèle de société qui vaut pour la France et l'Europe du XXIe siècle. La simplification, c'est au fond, à l'égard des milieux économiques, l'autre nom de la confiance. C'est le projet d'une société tournée vers l'avenir, qui valorise le travail, le risque, l'entrepreneuriat, qui croit dans la responsabilité, mais qui ne considère pas l'entreprise comme un objet suspect ou polluant par défaut et par principe, mais comme un collectif humain, créateur de valeur et nécessaire à notre souveraineté. Bâtir l'Europe du XXIe siècle, c'est donc s'appuyer à la fois sur la production et la protection. C'est aussi préparer les nations d'Europe à l'autonomie stratégique face aux défis de notre temps, au premier rang desquels la révolution technologique de l'intelligence artificielle, l'enjeu climatique et la montée des antagonismes géopolitiques. La révolution numérique d'abord. L'Europe ne peut se permettre d'être le spectateur passif de la 4e révolution industrielle, permise par l'essor de l'IA. Ici, l'échelon européen constituera un atout incontestable, précisément pour l'émergence de champions numériques et de solutions souveraines. Nous défendons la constitution d'un cloud souverain européen et non d'un simple cloud de confiance, aujourd'hui perméable aux ingérences juridiques américaines, voire parfois à l'espionnage chinois. Nous proposerons d'élargir les domaines éligibles aux projets importants d'intérêt commun et en assouplir les règles d'accès afin de créer un environnement complet en faveur du développement des startups, du numérique et de l'intelligence artificielle. En matière écologique et climatique, l'Europe doit rompre avec l'écologie punitive, qui conduit à toujours plus d'inflation pour les peuples, toujours plus de contraintes pour les entreprises, sans parvenir à des résultats probants. Face à l'écologie punitive érigée en modèle par Bruxelles, nous portons l'idée d'une écologie praticable et raisonnable. Notre siècle devra composer avec le double impératif de puissance et de durabilité. La clé d'une transition écologique, c'est la croyance dans le progrès, dans le circuit court, le recours au patriotisme économique, à l'innovation et bien sûr à la science. Ce recours à une écologie praticable, nous le mettrons en œuvre par un souci concret, par l'habitabilité de la planète et le souci de protéger des espaces naturels comme notamment ces forêts. La France doit jouer son rôle en pratiquant une diplomatie écologique pour encourager la décarbonation des économies européennes, notamment en valorisant son savoir-faire nucléaire. Et nous développerons en la matière et déploierons une véritable diplomatie écologique. Enfin, nous faisons face en matière militaire et géopolitique à l'accélération de l'histoire, marquée par la prolifération des menaces et par la multiplication des conflits. Nous sommes à l'aube d'un monde qui se recompose dans la douleur et dans les antagonismes. En envahissant l'Ukraine le 24 février 2022, Moscou a fait ressurgir la guerre de haute intensité sur le continent européen. Ce choc stratégique a révélé l'état de désarmement généralisé dans lequel se trouvaient nos nations et dans lequel se trouve l'Europe. L'Europe ne peut pas remettre intégralement sa sécurité entre d'autres mains, quand bien même il s'agirait de puissances alliées. Si l'Europe de la défense ne doit pas et ne peut pas être un renoncement à notre souveraineté militaire, il est parfaitement envisageable d'établir des coopérations militaires entre nations souveraines, librement consenties, notamment en matière d'industrie de défense et de projection des forces. J'ai entendu le président de la République, je n'ai pas compris d'ailleurs, parler d'intimité stratégique. Bon courage à ses partisans pour nous détailler les tenants et les aboutissants de ce concept.
dont on peine à savoir s'il s'applique aux dortoirs de nos corps d'armée ou bien au haut commandement. Nous proposons, nous spécifiquement sur ce sujet, d'identifier, de réduire les dépendances capacitaires européennes. Nous devons favoriser et privilégier l'acquisition d'équipements et d'armements européens. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, plus de 3/4 des commandes d'armement de l'Union européenne ont été passées à des acteurs non européens. Pour rappel, la part des achats de matériel européen par le département américain de la Défense n'est que d'1,4% contre 45 fois plus pour les acquisitions de matériel américain. L'Europe et la France doivent en conséquence défendre une plus grande réciprocité. Il faut, à ce sujet, soutenir une préférence européenne dans la production d'armements sur le sol européen. La tendance à la relance des capacités de production industrielle de défense en Europe est positive, mais il est nécessaire que les matériaux produits dans les usines européennes soient autant que possible européens. La hausse de la production ne doit pas déboucher sur une plus grande dépendance aux systèmes d'armes étrangers. Enfin, dernier volet, troisième et dernier, l'Europe qui respecte. L'Europe qui respecte les peuples, les nations et à l'évidence la démocratie. Depuis la trahison du référendum français de 2005, l'Union européenne soutenue par Emmanuel Macron se construit contre les peuples et contre les nations. L'abandon progressif de notre souveraineté conduit à renforcer les pouvoirs d'une Commission européenne technocratique. Pire encore, le rapport Verhofstadt voté par les macronistes en novembre 2023 confirme l'intention de diluer la France dans un État centralisé européen. Pour rendre le pouvoir au peuple et défendre leur liberté, nous devons rapprocher l'Europe des citoyens. Fidèle à l'Europe des nations du général de Gaulle, le Rassemblement national entend bâtir une alliance européenne des nations. Une organisation de coopération au service des peuples, respectueuse de la démocratie et des souverainetés nationales utiles aux États par le développement de projets à la carte adaptés aux besoins du pays. En la matière, notre volonté absolue est de permettre à la France de préserver son indispensable droit de veto. Pour conclure, ces élections européennes peuvent marquer un nouveau départ pour la France et un nouvel élan pour l'Europe dans la fidélité à son esprit originel. Faire l'Europe sans les nations, c'est faire l'Europe sans l'Europe. Notre continent a été le berceau des nations modernes, elles-mêmes sœurs inséparables de la démocratie. Au fond, il faut retrouver la conscience de nous-mêmes et de nos identités. Ce que nous prenons pour de l'ouverture et de la générosité est en réalité perçu par nos concurrents comme de la faiblesse, du renoncement et bien souvent comme de la naïveté. Notre continent doit rompre avec les logiques empoisonnées de l'oubli, de la haine de soi, par le relativisme culturel, le relativisme culturel, réaffirmer sa fierté, ses valeurs, ses principes et au fond sa singularité. La France et les nations d'Europe ont une singularité qu'elles doivent préserver et qui constitue tout à la fois un patrimoine et un avenir. Nous incarnons, je le crois, ce projet de redressement, profitable tout à la fois à notre pays et à notre continent. Je vous remercie et je vous laisse entre les mains expertes de notre directeur de campagne, qui répondra à toutes vos questions. Bien, je vous remercie effectivement. Donc, je vous informe que le projet du Rassemblement national pour les élections européennes vient d'être publié sur le site vivement-le-9juin.fr. On vous enverra le lien dans quelques minutes. Si vous avez quelques questions, évidemment, nous sommes preneurs, portant bien évidemment avant tout sur le projet. Écoutez, dans le cadre de son meeting ce matin de lancement de campagne pour les élections européennes, Emmanuel Macron n'a pas répondu aux questions des journalistes. Donc Jordan Bardella ne répond pas aux questions ce soir. Si vous avez des questions sur le fond, nous sommes évidemment preneurs. Pas de questions sur le programme ? Alors, vous vous doutez bien que Jordan Bardella n'a aucun problème avec la contradiction, pour la simple et bonne raison qu'encore ce matin, il était invité d'une des plus importantes matinales de France,
et qu'il participe évidemment à de très nombreux débats face à l'ensemble des têtes de liste, 6 ou 7 si ma mémoire est exacte, face à l'ensemble des têtes de liste. Il aura l'occasion, 7, il aura l'occasion de débattre face à la tête de liste de Renaissance, de la majorité présidentielle, Valérie Ayé, le 2 mai, au lendemain de notre meeting durant lequel nous présenterons les 35 premiers candidats de la liste du Rassemblement national. Donc bien évidemment, Jordan Bardella est friand de débat. D'ailleurs, je tiens à souligner qu'il ne cesse de réclamer aux nombreux ministres, que ce soit le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Économie ou encore notre Premier ministre, eh bien, de débattre sur le fond dans le cadre évidemment de ces élections européennes, mais que malheureusement les ministres, eux, semblent fuir le débat face à Jordan Bardella. Pas d'autres questions? Oui. Vous faites le parallèle avec Emmanuel Macron. Ce matin, il a appelé ça un discours. Là, on était convoqué à une conférence de presse. On a donc assisté à un discours de Jordan Bardella et pas à une conférence de presse. Écoutez, ce matin, Emmanuel Macron organisait une intervention, un discours avec des invitations transmises par le palais de l'Élysée. En réalité, il s'agissait du lancement de sa campagne européenne et d'une tentative, je crois, désespérée de sortir Valérie Ayé de l'embourbement dans lequel la campagne de Renaissance se trouve. Donc, dans les faits, mais je suis en train de vous répondre, Nicolas. Mais moi, je peux répondre à cette question. Je peux vous répondre à cette question de manière très officielle, en qualité de directeur de campagne et accessoirement de député du Rassemblement national, Nicolas. Après, si la contradiction vous gêne, cela peut... D'une part, nous ne trions pas les journalistes. Quotidien est devant le siège et nous avons refusé de les laisser rentrer pour ce rendez-vous pour la simple et bonne raison que Quotidien refuse d'inviter le Rassemblement national en plateau de leur émission. Donc évidemment, nous avons laissé entrer l'intégralité des médias dans le cadre de ce rendez-vous aujourd'hui de présentation du projet du Rassemblement national. Si je peux permettre, je crois que nous sortirons tous grandis d'évoquer sur le fond ce projet plutôt que d'évoquer des questions politiciennes dans le cadre d'une séance de questions-réponses. La preuve en est... accessoirement, Monsieur Massol, l'ensemble de vos interrogations portent sur des sujets politiciens et nous vous proposons d'évoquer sur le fond le programme du Rassemblement national. Si tel n'est pas votre choix, eh bien, dont acte, et donc nous mettons fin à ce rendez-vous avec la presse. Oui. Je vous confirme officiellement, effectivement, que ce candidat ne figurera pas sur la liste que nous déposerons à la mi-mai, aux alentours du 10 mai, effectivement. Suite à ces propos qui remontent effectivement à il y a plusieurs années, il s'agissait de publications qu'il a partagées et qui remontent à il y a longtemps, et donc nous avons donc pris la décision de le retirer des candidatures pour la campagne européenne. Pas d'autres questions? Oui, madame. Bonjour. Écoutez, effectivement, concernant l'AFD, je crois que Marine Le Pen et Jordan Bardella ont toujours été très clairs. Nous restons très vigilants sur les prises de position qui peuvent être tenues par l'ensemble des partis alliés. Mais bien évidemment, nous restons aussi vigilants sur le traitement de l'information à leur égard, puisque si nous écoutions effectivement la manière dont nous avons été nous-mêmes, Rassemblement national, traités en France, eh bien, nous serions soi-disant les courroies de transmission de Moscou, ce qui est une aberration totale. En revanche, bien évidemment, il y a des explications qui sont en cours.
avec les cadres de l'AfD et par conséquent, nous aviserons au lendemain des élections européennes sur la manière dont nous entretiendrons des relations avec ce parti. J'ajoute par ailleurs qu'au lendemain du 9 juin, le Parlement européen verra de nouveaux équilibres au sein de son hémicycle et que bien malin aujourd'hui, celui qui peut actuellement anticiper les rapports de force, les équilibres, les majorités qu'il y aura au sein du Parlement européen. Nous n'excluons absolument rien. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Effectivement, comme je vous ai dit, nous restons vigilants sur le fond et sur les propos et les prises de position que peuvent tenir les cadres de l'AfD, et nous en tirerons les conséquences. Je crois que Marine Le Pen avait été extrêmement claire, de même que Jordan Bardella, sur ce sujet-là. Oui. Encore une fois, comme je vous dis, nous suivons très attentivement ces enquêtes. Il y a évidemment une présomption d'innocence, mais malgré tout, nous suivons avec vigilance et attention. Il est évident que le Rassemblement national condamne toute forme d'ingérence, quelle que soit la puissance d'ailleurs à l'origine de cette ingérence, mais il est évident que le Rassemblement national condamne toute forme d'ingérence et refusera d'une manière ou d'une autre de s'affilier effectivement à des personnes qui peuvent en être à l'origine.